C'est la dernière photo de David Lama, un grimpeur légendaire qui a conquis des sommets partout dans le monde. Jusqu'à un jour apparemment ordinaire où David et deux autres ont descendu l'une des ascensions les plus difficiles des Rocheuses canadiennes. Aucun d'entre eux n'en est sorti vivant. Imaginez le froid mordant qui vous pince le visage alors que vous grimpez la montagne couverte de neige, chaque respiration visible dans l'air frais et glacial. Le craquement de la neige sous vos bottes. Et le cliquetis de votre matériel d'escalade crée une bande sonore rythmée pour votre voyage difficile. Au fur et à mesure que vous montez, le vent s'intensifie, s'engouffrant à travers vos couches de vêtements et vous glaçant jusqu'à l'os. Vos muscles brûlent à chaque pas. Et vos poumons souffrent, car ils travaillent en surtemps pour fournir à votre corps l'oxygène qu'il réclame dans l'air raréfié de la montagne. Le paysage enneigé s'étend devant vous, une toile vierge interrompue seulement par les pics déchiquetés qui percent le ciel. Plus vous grimpez, plus le terrain devient dangereux, avec des plaques de glace et de la neige profonde qui menacent de vous faire perdre l'équilibre. Mais le frisson de conquérir un itinéraire difficile, la satisfaction de pousser votre corps et votre esprit à de nouveaux sommets, ce sont les récompenses, les déterrences qui attirent des grimpeurs comme David Lama vers les montagnes brutes et impitoyables. David Lama était à l'escalade ce que Mozart était à la musique classique. Né le 4 août 1990, lorsqu'il était jeune, il a prouvé qu'il était un enfant prodige sur la toile des falaises. Peter Habeler, montagnard autrichien et vétéran de l'Himalaya, a repéré le talent unique de Lama à l'âge de 5 ans. Peter avait organisé un camp d'escalade où la capacité d'escalade de Lama l'a époustouflé. Si vous n'avez jamais entendu parler de Peter Habeler, c'est une légende dans le monde de l'escalade, étant l'une des premières personnes, aux côtés de Reinhold Messner, à atteindre le sommet de l'Everest sans utiliser d'oxygène. Ses opinions comptèrent donc beaucoup. Après le camp d'escalade, Peter a immédiatement appelé les parents de Lama pour leur dire que leur garçon avait un talent inhabituel. « David était incroyable, dit Habeler. Aucune peur. Équilibre fantastique. » Et ainsi, le voyage d'escalade de Lama a commencé à l'âge incroyablement jeune de 5 ans. Peu de temps après, Lama a commencé à s'entraîner avec une autre légende de l'escalade, Reinhold Scherer, détenteur de 13 médailles de championnat du monde d'escalade et créateur des centres d'escalade sur roche les plus modernes et innovants du monde. Cela a donné à Lama une avance qui le propulserait vers un avenir prospère en tant que grimpeur compétitif sur roche, puis un maître alpiniste qui irait conquérir des montagnes comme le Cherotore en Amérique du Sud et le Lunagri au Népal. David Lama est originaire de la ville glaciale d'Innsbruck en Autriche, située au milieu des Alpes. Son talent pour l'escalade venait probablement de son père, Rinsi Lama, qui était un guide de montagne népalais. Sa mère, Claudia Vergleff, était une infirmière autrichienne d'Innsbruck. Claudia et Rinsi se sont rencontrés lors d'un trek au Népal où Rinsi était guide Sherpa. Claudia a dit qu'elle les a restés 5 semaines au Népal et après il est venu en Autriche avec moi et nous nous sommes mariés en décembre. Il était très charmant. Ce match fait au ciel, ou plutôt dans le froid glacial de l'Himalaya, allait créer une véritable légende de l'escalade, et cette légende de l'escalade participait déjà à des compétitions à l'âge de 8 ans. En 1998, il a participé à la Coupe Hochmund à Telfs, Tyrol, se classant 2e, bien qu'il était beaucoup plus jeune que les autres concurrents. Il ne ferait que s'améliorer ensuite. En l'an 2000, il a gravi une voie classée 5.13 en Slovénie connue sous le nom de Kindergarten. Ne vous laissez pas tromper par le nom. Lama était la personne la plus jeune à avoir jamais gravi une difficulté, classée à ce niveau. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les codes d'escalade, une falaise était notée de 5.0 allant jusqu'à 5.15 à l'extrémité la plus difficile de l'échelle. Cela signifie qu'à seulement 10 ans, Lama grimpait des ascensions de niveau élite. En 2000, il a également remporté 6 autres compétitions d'escalade, le distinguant de ses concurrents plus âgés. En 2002, Lama a remporté toutes les compétitions d'escalade auxquelles il a participé, y compris le prestigieux Rockmaster Junior. Juste 2 ans plus tard, il a gravi sur place la route d'Eversatinic de Saint-Quintroy à la Gorge du Loup en France. Une ascension sur place est celle où un grimpeur n'a aucune connaissance préalable d'une montée.
Cela a éliminé toute la planification et la préparation qui entrent normalement dans une montée extrêmement difficile, David devant prendre des décisions et grimper essentiellement à l'aveugle. Mais même à un si jeune âge, David Lama a montré une incroyable capacité créative à évaluer et à naviguer sur la route sans aucune répétition préalable. La même année, il a également grimpé la route Jean-Pierre Chaude au même endroit, ce qui était sa première ascension d'une montée de grade 5-1-4. À 14 ans, Lama était maintenant assez âgé pour participer à la Coupe d'Europe de la jeunesse. Il a remporté cette compétition ainsi que toutes les autres compétitions auxquelles il a participé cette année-là. L'année suivante, Lama deviendrait pour la deuxième fois champion du monde junior. Il a commencé à participer à des compétitions seniors en 2006. Cependant, à seulement 15 ans, la Fédération internationale d'escalade sportive a dû modifier ses règles pour que Lama puisse concourir avec ceux de son niveau d'élite, les seniors. Il était désormais en compétition avec des grimpeurs bien plus expérimentés, mais cela ne l'a pas freiné. En fait, il a même obtenu un parrainage de Red Bull. Il a terminé deuxième lors de sa première compétition officielle de Coupe du Monde, puis a remporté la suivante, devenant la personne la plus jeune à participer à une Coupe du Monde senior d'escalade sportive, et également la plus jeune à décrocher le titre de premier, à la fois en tête et en bloc lors de la première saison. Il devait manquer d'espace pour tous ses trophées et récompenses à ce stade. Lama est devenu le champion européen de bloc en 2007 et en 2008, il a remporté le classement général en Coupe du Monde. Mais en 2009, quelque chose de choquant s'est produit. Non seulement il n'a pas gagné, mais il n'est même pas arrivé en deuxième position. De manière inhabituelle, David Lama s'est classé troisième. Vous voyez, David suivait les traces de son père et son attention se déplaçait vers un appel à être dans les montagnes. L'année de sa troisième place en Coupe du Monde, il a choisi le Cerro Torre en Patagonie, annonçant son intention de grimper en libre la voie du compresseur, n'utilisant qu'une corde et des boulons pour assurer sa sécurité. Personne n'avait jamais tenté cela auparavant. L'alpiniste légendaire Reinhold Messner a qualifié l'entreprise de folle et impossible. Cette montagne massive est d'une beauté surnaturelle, mais elle est aussi brutale et impitoyable. Ainsi, Lama, accompagné de son compagnon d'escalade Daniel Stoyerer et d'une équipe de tournage Red Bull, se sont lancés à l'assaut du sommet du Cerro Torre. Cependant, cette première tentative allait susciter une controverse et des critiques sévères de la part de toute la communauté alpine. Malheureusement, le mauvais temps les a empêchés d'atteindre le sommet. Mais encore pire, les deux grimpeurs et l'équipe de Red Bull ont laissé derrière eux une quantité significative d'équipements sur la montagne, y compris environ 30 boulons percés à côté de l'itinéraire déjà fortement boulonné. De plus, 700 mètres de cordes fixes et 5 sacs de hissage ont été abandonnés le long du trajet. Des guides argentins locaux ont été embauchés pour retirer l'équipement, mais ils n'ont pas pu récupérer tout et aucun des boulons n'a été retiré. Le contre-coup d'avoir quelqu'un d'autre pour nettoyer leur désordre et l'indignation d'ajouter encore plus de boulons à l'itinéraire existant était énorme. Si vous vous demandez pourquoi c'était un si gros problème pour la communauté d'escalade, il est généralement admis que l'ajout de boulons supplémentaires à une voie d'escalade peut avoir plusieurs impacts négatifs, y compris des problèmes environnementaux. Les itinéraires de bloc peuvent attirer les foules, entraînant déchets, déjections humaines et érosion du sol. Les bouleaux peuvent réduire l'expérience de la nature sauvage en étant une intrusion inesthétique dans un paysage naturel. Les modifications apportées à l'engagement ou à la difficulté d'un itinéraire influencent l'expérience des gens. Ajouter des boulons supplémentaires peut empêcher les gens de vivre le jeu mental qui fait partie de l'expérience de l'escalade. Un placement de port-balles maladroit peut créer des clips désagréables qui interrompent le flux de l'escalade. Par exemple, des boulons placés trop à droite ou à gauche de l'endroit où grimpe le grimpeur peuvent causer un frottement de cordes inutile. L'éthique du rétroboulonnage d'une ascension est définitivement un sujet brûlant dans le monde de l'escalade et David Lama en a ressenti toute la colère. Lama s'est excusé auprès de la communauté et a déclaré plus tard que comprendre et surmonter la controverse a été, pour moi, ma plus grande réalisation. Et je viens d'un monde de règles et de régulations et je suis entré dans le monde de l'alpinisme. Un monde où tout dépend de votre attitude face à une montagne. En 2009, je n'avais pas cette attitude. Si vous êtes un grimpeur sportif, un boulon n'a aucun sens. C'est juste une protection, c'est comme ça que vous grimpez.
cela ne veut pas dire tuer l'impossible. En montagne, l'impossible n'existe pas. La différence est grande, je le comprends à présent. En raison du mauvais temps et de la mauvaise réception de leur tentative, l'équipe a dû abandonner complètement cette ascension pour les saisons 2009 et 2010. Mais ce n'était pas la fin de l'ascension du Cerro Torre pour Lama. Comme vous pouvez le voir, Lama était connu comme quelqu'un de nature humble qui voulait être en plein air. Il estimait que les règles strictes de l'escalade en compétition le mettaient dans une boîte, l'empêchant d'atteindre sa véritable grandeur. Selon lui, grimper en salle a toujours été super amusant et j'apprécie toujours cela maintenant, mais j'ai toujours perçu l'escalade en plein air comme la vraie escalade, la véritable escalade, l'aventure. Mais dans le monde de la compétition, vous avez toutes ces règles et réglementations. Allez là-bas et faites ceci, mais pas cela ni ça. À l'extérieur, vous avez une liberté totale. Il s'agit uniquement de votre attitude et vous devez trouver votre attitude. Ce que j'ai compris pour moi-même, c'est que vous devez rester fidèle à vos capacités. Et Lama était un pionnier dans les salles d'escalade sportive. Alors qu'est-ce qui l'empêcherait d'être un pionnier sur les parois rocheuses sévères des montagnes glacées ? En 2011, il a officiellement pris sa retraite de l'escalade de compétition afin de se consacrer entièrement à l'alpinisme. Son cœur était résolu à gravir librement la route du compresseur du Cerro Torre. Alors, David s'est une fois de plus lancé à l'assaut de la belle montagne avec une équipe de Red Bull. Peter Ortner, un grimpeur plus expérimenté, a rejoint Lama. La deuxième tentative a commencé en janvier 2011, mais l'équipe a dû interrompre l'ascension car la paroi principale était pleine de glace et le mauvais temps rendait l'escalade encore plus périlleuse. Un mois plus tard, le 12e février, Lama et Ortner ont tenté à nouveau l'ascension. Ils ont eu une petite fenêtre de beau temps qui leur a permis d'atteindre enfin le sommet. Malheureusement, ils ont dû utiliser certaines techniques d'aide, éloignant l'objectif tant attendu d'être les premiers à atteindre le sommet sans assistance. Néanmoins, ils ont saisi cette opportunité pour repérer une voie pour leur future ascension libre. C'est un an plus tard, en janvier 2012, que Lama et Ortner ont tenté à nouveau le sommet libre. Cette tentative paraissait aussi infructueuse. Lama a survécu à une grande chute, mais cela ne l'a pas arrêté. Il a immédiatement retenté la section et a finalement réussi à atteindre le sommet sans l'aide de rien d'autre que la corde et les boulons qui étaient déjà sur le mur. Il semble que ce soit la troisième fois qui ait été la bonne pour l'équipe. Cela a pris 24 heures au total et le duo d'escalade a dormi dans des sacs de bivouac sous les tours de glace et n'a ajouté aucun boulon supplémentaire à l'escalade. Auriez-vous assez de courage pour dormir à des milliers de pieds dans les airs sur une montagne glaciale et froide ? Cela a fait de Lama et Ortner les premiers à grimper librement sur la route du compresseur sur le Cerro Torre. Lama a déclaré plus tard que cette première ascension libre de l'arête sud-est de Cerro Torre est probablement la fin de la plus grande aventure de ma vie jusqu'à présent. Je suis particulièrement fier de l'avoir fait sans ajouter de boulons. Il s'avère que le voyage de David Lama pour escalader le Lunagiri 3 ans plus tard a probablement surpassé cette aventure en raison de l'histoire incroyable qu'il a vécue. Lunakrit est une immense montagne qui s'étend à 22 620 et 1 pied dans le ciel et se situe à la frontière entre le Népal et le Tibet. À l'époque, c'était le sommet le plus haut jamais gravi dans l'Himalaya. Naturellement, Lama voulait être le premier à atteindre le sommet. En 2015, Lama s'est associé à l'alpiniste américain Conrad Anker pour marquer l'histoire et devenir le premier à atteindre le sommet. Ils ont choisi de monter une crevasse rocheuse menant au pilier nord-ouest, prévoyant d'utiliser des techniques d'escalade mixte lorsqu'ils atteindraient dans la crête. Alors que la nuit tombait, ils ont installé un bivouac sous un gros rocher, mais ils savaient qu'ils étaient en course contre la montre avec l'arrivée d'un mauvais temps. Le lendemain, des conditions défavorables, y compris un manque de glace et une mauvaise qualité de neige, ont entravé leur progression et leur protection. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à atteindre le sommet et ont fait face à un choix difficile. Braver une autre nuit dans des températures potentiellement mortelles et des vents forts ou abandonner la tentative. Le cœur lourd, ils ont choisi de descendre. Cela montre la nature humble des deux grimpeurs avec une attitude qui considère que renoncer n'est ni lâche ni même un échec. Parfois, on ne peut pas vaincre l'hostilité de la nature.
Imperturbable, le duo est revenu pour une deuxième tentative l'année suivante, le 6 novembre 2016. Le temps était clément et tout s'était déroulé selon le plan jusqu'à ce qu'ils atteignent la crevasse rocheuse à 20 000 pieds, à seulement 620 pieds du sommet. Le désastre a frappé lorsque l'une des choses les plus terribles imaginables s'est produite. Konrad Anker a eu une crise cardiaque. Lama n'a eu d'autre choix que d'abandonner l'ascension. Le duo a lentement descendu la montagne en rappel, Lama aidant Anker du mieux qu'il pouvait. Les deux grimpeurs ont été contraints de se séparer, un hélicoptère de secours d'urgence emmenant Anker à l'hôpital où il a subi une opération de sauvetage réussie. Après cette ascension périlleuse, Anker a pris sa retraite de l'escalade en haute altitude. Lama n'a cependant pas baissé les bras. Seul au camp de base, Yama faisait face à un choix difficile. Devrait-il continuer l'ascension en solo ou abandonner ? Poussé par sa détermination et sa passion pour l'escalade, il a décidé de retenter sa chance. 2 jours après avoir aidé Konrad à s'ancrer dans un hélicoptère de secours, David a gravi la crête nord-ouest par une crevasse rocheuse plus longue mais plus facile et a installé son camp. Comme il n'avait pas de partenaire d'escalade, il a dû utiliser des techniques de sadi de solo en cordée pour monter la crête, grimper une longueur en tête, installer un ancrage, puis redescendre en rappel pour enlever les protections. Mais grimper ainsi la montagne avec un lourd sac à dos s'est révélé un défi insurmontable. Lama a également abandonné cette 3e tentative, non loin de l'emplacement du point culminant de la première expédition avec Konrad Anker. En octobre 2018, Lama a entrepris une 4e tentative, grimpant la même crête qu'il avait attaquée lors de sa première tentative en solo. Le temps était impitoyable, avec des températures glaciales et des vents violents qui battèrent sa tente alors qu'il bivouaquait pendant 2 nuits. Pourtant, Lama a persévéré, surmontant la douleur des orteils gelés pour finalement atteindre le sommet le 3e jour. Après un bref moment de triomphe au sommet, Lama savait qu'il devait descendre rapidement. Il a descendu la montagne en rappel, atteignant le camp de base à minuit. Miraculeusement, malgré les engelures, il n'a perdu aucun de ses orteils. La détermination infatigable, l'esprit inébranlable et la résilience incroyable de David Lama l'ont conduit à devenir la première personne à conquérir le majestueux Lunagri. David Lama a prouvé que parfois on peut surpasser la nature, mais d'autres fois Mère Nature a d'autres plans pour nous. Selon Lama, je pense que les grimpeurs et les alpinistes ont une relation très ouverte envers le risque et leur peur. Nous réfléchissons vraiment à ce qui peut mal se passer. De toute évidence, il est très important de rester en vie, mais je pense aussi qu'il serait vraiment bien que les gens en général réfléchissent autant aux conséquences de leurs actions que le font les grimpeurs. C'était en avril 2019 que David Lama ferait face à ses derniers moments dans les montagnes qu'il aimait. Le matin du 18 avril 2019, Hadley Hammer a reçu un appel téléphonique dévastateur. Hadley Hammer est un skieur professionnel de Jackson, Wyoming. Elle sortait avec David depuis 5 mois et ils avaient de grands projets d'avenir. Mais tout cela s'est arrêté tragiquement. David Lama, aux côtés des grimpeurs, Hans-Jörg Auer et Jess Roskelley, a gravi une ascension extrêmement difficile du Pikau dans les Rocheuses canadiennes. C'était leur ultime ascension en montagne. En utilisant des photos et des données Global Positioning System, le père de Jess Roskelley, John, a pu reconstituer les événements terrifiants qui se sont déroulés ce jour-là. Les photographies du téléphone de Roskelley indiquent que les 3 grimpeurs ont atteint le sommet le mardi 16 avril à 12h44. Tout indique que les 3 avaient l'intention de descendre par le même itinéraire qu'ils avaient emprunté, qui comprenait un peu de descente en rappel et de ski. Vous connaissez peut-être mieux le terme abseiling, sous le nom de rappel, la descente contrôlée d'une pente raide, comme une paroi rocheuse ou une montagne en descendant une corde. Peu après que Jess ait photographié leur ascension, le trio entama la descente. Hans-Jörg a pris quelques photos supplémentaires alors qu'ils descendirent la crête, documentant leur progression à chaque rappel. À 1h27 de l'après-midi, il a pris la dernière photo trouvée sur l'un de leurs 3 appareils photo. L'image a capturé David debout à la base de leur dernier rappel depuis la crête sud-ouest, près à l'entrée du canal de neige qu'ils avaient escaladé plus tôt. Dans le coin inférieur droit, le bord de la crête était visible, marqué par les traces de leur ascension.
Avec les cordes enroulées, les 3 grimpeurs se sont précipités à travers le flanc de neige ramolli vers le passage qui les mènerait hors de la cavité en forme d'entonnoir, au-dessus de la sortie de leur route. La vie goutte à goutte. Ils avaient déjà navigué sur ces flancs de neige modérément escarpés sans corde lors de leur ascension. Depuis la crête sud-ouest, c'était une descente de 165 mètres jusqu'à l'extrémité inférieure du canal de neige et une traversée jusqu'au prochain canal au-dessus de la ligne royale, ce qui nécessiterait plus de rappels. Jess a pris en charge les cordes, nouant méticuleusement un autre nœud de sac à poing au marqueur central sur les 2 brins, créant 2 boucles d'environ 50 cm de long. Il a passé son bras à travers les boucles, les a jetées par-dessus son cou et a déroulé les 4 brins de corde. Il a noué un sac à poing de taille normale dans une boucle de la corde verte et bleue et l'a fixé avec un mousqueton à l'extrémité de la tige de l'une de ses piolets à glace. Ce nœud était à environ 6 pieds de la double boucle centrale autour de ses épaules, mais alors qu'il descendait sous le soleil de début d'après-midi, un désastre a frappé le trio d'alpinistes. Une plaque de neige s'est soudainement détachée avant qu'ils ne puissent quitter le canal pour la ligne royale. Ils ont probablement entendu la pente se fissurer, se sont retournés et préparés à l'avalanche imminente. Le manche cassé de l'une des piolets de Jess et un mousqueton plié retrouvé plus tard indiquent que Jess a réussi à enfoncer son piolet dans la glace avec une force significative. Juste avant que l'avalanche ne frappe, essayant de s'ancrer et de se préparer contre la fureur à venir. Une photographie prise depuis la promenade des glaciers juste après l'événement montre qu'une grande corniche s'est détachée au-dessus de leur itinéraire. Une corniche est une corniche ou une étagère de neige qui surplombe une montagne, généralement du côté soulevant d'une crête ou d'une crête. Les corniches se forment lorsque le vent dérive la neige sur des ruptures de terrain net où elle s'accumule et grandit. Ces formations de glace peuvent s'étendre sur plusieurs mètres depuis le flanc de la montagne au fil de l'hiver, sculptant de magnifiques formes sinueuses. Peu importe vos connaissances et votre expertise en tant que grimpeur en montagne, et peu importe votre compétence et votre préparation en matière de prévention des avalanches et des zones à éviter, vous ne pouvez malheureusement pas prévoir les problèmes liés aux corniches qui tombent dans la neige au-dessus de vous, déclenchant une avalanche en pente descendante. L'avalanche les a submergés tel un train de marchandises. Après une chute de 19 pieds, la corde s'est tendue entre la pioche à glace et les boucles autour des épaules de Jess, exerçant la pleine force de l'avalanche sur les nœuds et brisant l'extrémité du manche de la pioche à glace. On a découvert plus tard que les nœuds étaient aussi solides que s'ils avaient été soudés. Il est presque certain que David et Hansjörg ont également essayé de se sécuriser avec leurs outils à glace, mais ils n'étaient pas reliés à eux. David et Hansjörg ont grimpé sans sangles à main lors de cette ascension. Alors que les 2 outils à glace de Jess ont été retrouvés, aucun de ceux de David n'a été récupéré et seulement un de ceux de Hansjörg a été trouvé. Lorsque les corps ont finalement été récupérés, on a découvert que Jess avait 2 cordes étroitement enroulées autour de son torse et de ses jambes. Hansjörg ne portait pas de cordes, contrairement à l'amas qui était emmêlé dans des boucles. Les 3 alpinistes ont été emportés dans le bassin de neige et à travers l'itinéraire de la vie goutte à goutte. Il a fallu 5 jours aux équipes de recherche pour trouver leurs corps enfouis dans l'étreinte de la montagne. Une partie des cendres de David Lama a été transportée au sommet du Fox Peak au Népal, un endroit où il avait l'habitude de s'acclimater pour ses tentatives sur l'Unagri. Ses parents, accompagnés d'amis proches et de parents, ont entrepris un voyage émouvant au cœur de la région de Solukhumbu. Ils ont érigé un chorten là-bas, offrant à David un ultime lieu de repos dans un paysage qui lui était si cher. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et vivez avec courage.